Voilà. Donc, bonjour et bienvenue pour cette première édition de série de 3 webinaires Mardi Techno sur l'impression 3D avec notre partenaire HP France. Donc, la façon dont ça fonctionne, la conférence a été préenregistrée, comme ça on s'assure que ça fonctionnera bien. On va commencer par une présentation du cluster Robotics Place, à la suite de quoi je diffuserai donc l'enregistrement de la conférence. Et après, vous avez donc plusieurs personnes d'HP qui sont présentes. Donc Tetiana qui va vous présenter la conférence, Laura et Xavier qui sont aussi là en support pour répondre aux questions. Et donc, à l'issue de la présentation, à l'issue de la conférence, vous aurez la possibilité de poser des questions. Donc, dans un premier temps, je vais commencer par vous présenter le cluster Robotics Place, puisqu'on a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur. Donc voilà, Robotics Place, ce qu'on appelle un cluster, en fait, c'est une association, loi 1901. On a été créé en 2012 à Toulouse par une dizaine d'entreprises qui se sont réunies pour créer cette association. Et petit à petit, le cluster a grossi et aujourd'hui, on est 104 adhérents dans l'Occitanie, ce qui représente environ 10 000 emplois et 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, la répartition de nos adhérents, c'est 50% des PME, 15% de start-up, 20% de ETI grands groupes et 15% éducation, recherche, donc des écoles d'ingénieurs et des laboratoires de recherche du CNRS. On est accompagné depuis 2015 par la région Occitanie qui nous accompagne financièrement pour qu'on puisse fonctionner et puis ponctuellement aussi par les services de l'État, donc maintenant qui s'appelle la DRETS, la CCI de Toulouse, l'agglomération du sud de Toulouse qui s'appelle le Muretin et bien sûr l'agglomération de Toulouse Métropole. Il faut les remercier quand même de nous accompagner. Les missions de Robotics Place, c'est d'accélérer le développement de nos adhérents et de la robotique en région. C'est-à-dire qu'on fait des actions plutôt marketing, de la promotion de la robotique, on fait des conférences, on fait des événements, on organise des salons, on mutualise des stands sur des salons, on fait aussi des vidéos et donc on organise ces mardis techno. Donc, à titre d'exemple, vous avez en bas de l'écran 3 vidéos qui ont déjà été faites par Robotics Place, qu'on peut retrouver sur notre chaîne YouTube. Donc, une vidéo sur le design, l'importance du design dans la conception de robots. Une vidéo sur ce que c'est que la cobotique, sur lequel on a fait travailler l'ensemble de nos adhérents constructeurs de cobots sur le projet. Donc, ils ont travaillé conjointement sur la vidéo. Et pareil, même principe sur une vidéo sur la robotique mobile, où on a tous les constructeurs de robotique mobile qui ont participé à l'événement. Et donc, les mardis techno, c'est des conférences qu'on a commencé à faire l'année dernière pendant le confinement. Et puis, on a trouvé que c'était assez pertinent et donc on a continué. Et donc, tous les mardis, on a des conférences sur le thème de la technologie. Donc, ce ne sont pas des conférences commerciales, on parle vraiment techno. Alors, l'offre de nos adhérents, donc Robotics Place dans la partie robotique, on a sur toute la partie gauche, en haut à gauche de l'écran, tout ce qui est robotique un peu, je dirais, traditionnel aujourd'hui, c'est la robotique industrielle. C'est ce qui correspond à plus de 35% de nos adhérents. Et donc, ce sont des robots de fabricants souvent japonais, allemands, un fabricant français quand même, Stobli, et puis donc ça, des applications assez classiques de robotique, telles qu'on peut les imaginer. Ça fait depuis 1960 que cette robotique-là existe. Ensuite, on a sur l'autre côté de la diagonale, en fait, en partant par le haut, on a des applications de robotique chirurgicale. On a une forte concentration d'acteurs de robotique chirurgicale autour de Montpellier. Il faut savoir que la fac de Montpellier, elle a 800 ans cette année. Ça a été la première faculté de médecine au monde. À côté de ça, vous avez le laboratoire du LIRM qui a été le premier à faire des études sur les recherches sur le robot de chirurgie. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'il y ait cette concentration à Montpellier. Et donc, on a créé au sein de Robotics Place un groupe spécifique d'entreprises dans le secteur de la robotique qui représente quand même 25 entreprises qui sont complètement impliquées dans ce marché-là.
En dessous, on a un certain nombre de solutions, je ne vais pas vous les décrire toutes, hein, mais on a des solutions pour le secteur du bâtiment, beaucoup de solutions de robotique mobile, différents types de robots mobiles. Ça, comme à Toulouse, on a des gens qui font de la robotique pour l'aéronautique. Ça, c'est un robot qui permet de démonter des réacteurs sur les avions. Robotique agricole avec une entreprise à Toulouse également qui est un des précurseurs dans ce secteur d'activité qui est aujourd'hui commercialisé, donc une entreprise qui a le même âge que le cluster, qui est commercialisée depuis une dizaine d'années dans le monde entier. Et puis des robots plus dans le domaine du grand public avec les robots de nettoyage de piscine. Donc, voilà, ça c'est le panel de la partie robotique de Robotics Place. Les marchés qu'on adresse aujourd'hui sont donc les 5 marchés que vous voyez principalement, hein, sont ceux qu'on adresse le plus régulièrement, avec la partie industrie. Et la partie industrie, justement, on se développe de plus en plus sur d'autres solutions que la robotique simple sur le côté industrie, c'est-à-dire qu'on répond à l'ensemble des besoins de l'industrie du futur. Donc, c'est pour ça qu'on a depuis un an HP qui nous a rejoint en tant qu'adhérent pour la partie impression 3D, mais l'industrie du futur, donc c'est la robotique, la cobotique, l'IoT, l'impression 3D, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, tout un tas de solutions complémentaires de la robotique qui font les solutions de l'industrie du futur. Je vous le disais, on a un impact assez fort dans la région sur le côté médical. Donc, on a ce groupe Med Robotics Place qui contient 25 adhérents qui sont spécialisés sur la partie médicale. Et puis, depuis 2 ans, on travaille sur des actions de rapprochement avec le secteur du bâtiment, le secteur de la construction. Et on a plusieurs projets en cours de développement de robots pour le secteur du bâtiment. Et d'ailleurs, on aura une conférence avec la Fédération française du bâtiment jeudi à la même heure, à 17 h. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez me contacter pour que je vous donne les liens. Vous les retrouverez sur le site Robotics Place. Donc, Robotics Place, on a 10 ans et on a été le premier cluster régional de robotique à se créer en France. À la suite de nous, il y a eu d'autres clusters qui se sont créés et en 2016, on a réuni les autres clusters qui se sont créés derrière nous et on a essayé de voir ce qu'on pouvait faire ensemble. Et on avait un partenariat qui était facile à mettre en œuvre parce qu'on était tous dans la même mouvance en fait de dire on veut mutualiser des actions pour que la robotique se développe. Et donc, on a créé la Fédération française des clusters de robotique, donc fédération qui a été reconnue immédiatement par le ministère de l'économie. Et donc, aujourd'hui, on est en contact avec les ministères quand ils ont besoin d'avoir d'informations du terrain, ils nous consultent. Quand nous, on a besoin de leur aide, on les sollicite. Et on mutualise aussi un certain nombre d'actions au niveau national pour l'ensemble des membres de nos clusters. Donc, par exemple, on a le 29 mars prochain un événement qui s'appelle Robin Invest, qui va réunir l'ensemble des entreprises de robotique qui sont en recherche de financement, donc des startups, mais aussi des PME, et des investisseurs, donc des investisseurs qui sont des investisseurs français, mais aussi des investisseurs internationaux. Et donc, la fédération, en 2018, a été invitée par la Corée du Sud à participer à la création d'un cluster qui s'appelle le Global Robot Cluster. Donc, Global Robot Cluster, au départ, on était 5 pays à le créer. Et aujourd'hui, donc, il comporte 21 pays. On va de la Californie à la Nouvelle-Zélande, donc ça fait plus de 22 fuseaux horaires. Et donc, on a un groupe qui grossit de plus en plus et qui organise des événements au niveau international. Et donc, il y aura une conférence, je crois bientôt, le 17 mars à Singapour, sur laquelle je vais intervenir également. Donc, encore sur le bâtiment d'ailleurs. Donc, nos axes de développement du cluster, donc comme on a été créé à Toulouse, on essaie de se développer sur la partie est de la région. On se développe également, ce que je vous disais, sur l'ensemble des solutions de l'industrie du futur. Donc, on part de la robotique et on va sur l'ensemble des technologies de l'industrie du futur. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'impression 3D ce soir. Et puis, on a décidé aussi, s'il y a des gens qui sont intéressés, de s'ouvrir aux utilisateurs. C'est-à-dire qu'on va
accepter dans le cluster un certain nombre, une dizaine, une quinzaine d'entreprises qui ne sont pas des gens qui vendent des prestations ou des services ou des produits dans le domaine de la robotique, mais qui les utilisent. Et donc, ça va nous aider aussi à avoir des réflexions à plus long terme avec les utilisateurs sur la façon dont ils utilisent les produits, sur la façon dont ils voudraient que la robotique évolue. Et donc, ça fait partie de nos axes de développement pour cette année. Voilà, je vous remercie d'avoir patienté avec moi sur cette présentation. Et donc, voilà, on est un peu plus nombreux maintenant que tout à l'heure. Et je vais donc lancer la conférence de Tetiana sur l'impression 3D par HP. À la fin, donc dans 23 minutes, on se retrouve tous ensemble pour pouvoir poser des questions et échanger sur ce sujet. Alors, hop, je change de partage. Hop, partager l'audio. Bonjour à tous et bienvenue à la première session de nos webinaires offerts par HP exclusivement pour vous. Ces webinaires ont pour but pour vous faire découvrir le monde d'impression 3D et de vous proposer des solutions pour réussir vos développements avec des pièces complexes sur mesure, fonctionnelles, qui peuvent être utilisées dans des différentes industries. Je m'appelle Tetiana Isabelle Tolochniak, je suis docteur en chimie et ingénieure application chez HP pour la France. Mais avant tout, je voudrais bien vous présenter les 3 sujets que nous allons voir lors de ces 3 webinaires. Donc, le premier sujet sera dédié à la technologie MJF, qui sera aujourd'hui pour vous faire découvrir quelle technologie est à base des imprimantes 3D. Deuxième sujet sera dédié au portfolio des matériaux pour la technologie MJF. Donc, on va découvrir ensemble des propriétés et des caractéristiques de ces matériaux. Et troisième sujet sera dédié aux applications et des cas d'études pour le secteur robotique. Mais avant tout, quelques mots sur HP. HP, la société que vous connaissez déjà certainement, qui est à la conception des produits informatiques, des produits électroniques, donc les PC portables qui sont partout, des imprimantes 2D pour imprimer vos documents. Et depuis 2016, dans la gamme de produits, il est rentré la série des imprimantes 3D. Et donc, notre sujet, il sera basé sur des imprimantes 3D. Mais à la base des imprimantes 3D, il y a la technologie qui s'appelle Multi-Jet Fusion. Donc, comment elle marche cette technologie? Je vais vous expliquer maintenant. Donc, cette technologie, elle a un principe super simple. Il suffit d'avoir votre matière. Donc, nous travaillons avec des polymères, des polyamides, des polyuréthanes, des polypropylènes, des amides thermoplastiques. Donc, il suffit d'avoir votre polymère en état poudreux et déposer lui dans la zone d'impression. C'est-à-dire que nous avons des build units pour insérer dans nos imprimantes et ensuite on va déposer grâce à ricoteur la couche de notre matière, de notre poudre de 80 microns et on va projeter des agents fusionnants et détaillants que vous pouvez voir avec les gouttelettes noires et gris. Donc, ces agents, ils vont pénétrer les zones de poudre où il faut faire fusionner, où il sera notre future pièce. Donc, en fait, fusionnant, elle va aider en fait, fusionner des graines de poudre et à l'aide de l'énergie qu'on va ensuite passer, on va fondre cette poudre avec des agents et des agents détaillants. Quel rôle ils ont? En fait, ils vont détailler cette zone fusionnée avec la zone non fusionnée. Et quel avantage, en fait, de cette zone non fusionnée, c'est qu'on peut récupérer toute cette poudre qui est non fusionnée pour nos prochaines impressions. Donc, le ratio, il est très, très important. Par exemple, pour des polypropylènes, on est presque à 90% de la recyclage de l'ancienne poudre et 10% de la nouvelle poudre. Donc, c'est très important de garder ce matériau de côté, qu'il soit sans agent et sans impact des autres produits, pour le pouvoir recycler pour des prochaines impressions. Donc, en fait, à la fin, on a notre zone
où il y a fusionné, en fait, elle était en état liquide après avoir absorbé cette énergie de quelques kilowatts avec des lampes. Et après, il se cristallise. Donc, il se forme notre future pièce. Et cette poudre qui est autour, qui sera après déposée dans le processing station, où il va être enlevé par des systèmes d'aspiration et recyclé avec la nouvelle poudre. Donc ça, c'est en principe, je vous montre une vidéo qui présente des chariots pour déposer la poudre. Voici le chariot avec des agents et avec des lampes qui en fait fusionnent notre poudre, et l'agent détaillant qui va en fait délimiter cette contour avec la poudre fusionnée et non fusionnée. Voici, c'est des trous par lesquels en fait on dépose nos agents, des millions de gouttelettes qui tombent par une seconde, et ensuite le passage de la lampe qui va donner cette énergie pour fondre notre matériau. Donc, cette technologie-là, elle est dedans dans cette imprimante que vous pouvez voir sur vos images. Donc, notre imprimante, il se trouve par ici. C'est la série de 5200 de la technologie MJF. Cette imprimante, il va avec cette station-là, elle s'appelle Processing Station, c'est-à-dire que, comme je vous ai précisé, qu'il faut récupérer cette poudre-là qui est non fusionnée pour la réutiliser encore pour les prochaines impressions. Donc, ça se passe, tout ce procédé ici. Il suffit juste d'enlever le build unit qui est déjà rempli avec des pièces et des poudres après avoir terminé notre impression. Il peut être inséré dans notre processing station. Et c'est ici où ça se passe le triage de la poudre qui est autour de nos pièces, c'est-à-dire qu'il sera aspiré par des tuyaux. Et ici, dans les bacs noirs, en fait, il va prendre la nouvelle poudre, et cette nouvelle poudre, elle va être remixée ici dans les endroits spéciaux. Donc, ça se passe mixage entre nouvelle et ancienne poudre. Et encore une fois, ça va être déposé dans notre build unit, lequel on va récupérer et déposer encore pour la prochaine impression dans nos imprimantes. Il y a une toute petite box ici. En fait, cette box-là s'appelle Natural Cooling Unit. C'est le box qui présente, qui est pour but, quand notre impression est terminée, pour déposer sur notre zone de l'impression qui est déjà terminée et récupérer ailleurs. C'est-à-dire que c'est là où on peut stocker notre pièce qui doit être refroidir en fait ailleurs, pour qu'on puisse utiliser notre imprimante encore une fois sans attendre le refroidissement en dedans. Tout ce que vous voyez ici, cette station-là, elle est aussi maintenant indispensable. C'est notre nouveauté, c'est Auto Unpacking Station. C'est-à-dire que cette station, en fait, elle remplace le main d'œuvre. C'est-à-dire que les pièces que nous avons récupérées de notre station de process, ils ont encore plein de poudre tout autour des microparticules qui restent encore entre les pièces. Donc, cette station, elle pourra permettre par des soufflettes d'air avec des différents débits partout installés dans cette machine-là, ils pourront souffler dans tous les sens et enlever la poudre qui est autour dans votre pièce. Donc, vos pièces, vous pouvez déjà même utiliser après avoir récupéré après cette Auto Unpacking Station. Les choses plus importantes que je voudrais préciser aussi, c'est le volume d'impression. Le volume d'impression, il est 380 sur 284 sur 380 mm. Donc, c'est notre volume d'impression. Si jamais on dépasse ce volume d'impression, notre pièce, il fait la taille plus grande, nous avons aussi des solutions pour ça. C'est-à-dire que nous pouvons couper notre pièce en quelques parties et ensuite assembler après impression, ou nous pouvons souder la pièce, ou nous pouvons redesigner la pièce pour pouvoir passer quand même dans cette build unit, où on peut passer même en diagonale et ça ne nous gêne pas pendant notre impression lorsqu'elle passe dans notre build unit, donc elle peut être imprimée.
Donc ça, c'est une des séries de nos imprimantes. Bien évidemment, nous avons des autres séries, mais celle-là qui est au top de la production. Donc cette série qui est très intéressante pour beaucoup d'industries et beaucoup de clients qui achètent nombreuses imprimantes pour augmenter leur production. Donc, en fait, il faut passer par des étapes de développement, c'est-à-dire qu'on va innover notre matière, on va innover notre pièce, on va réfléchir à quoi elle va servir, quelle utilité elle va avoir après. Et ensuite, cette design de cette pièce, en fait, on va le projeter, en fait, on va envoyer dans nos machines, nos machines d'impression 3D. Ensuite, je voudrais bien vous dire que digital stock. Maintenant, en fait, les industries, ils ont beaucoup de stock. Ils aiment bien garder beaucoup de pièces dans le cas des rechanges, dans le cas où il faut ajouter une nouvelle pièce dans leur production. Mais maintenant, avec des imprimantes 3D, ça devient pas nécessaire en fait de garder ces stocks réels. C'est-à-dire qu'on peut avoir digital stock, c'est-à-dire qu'on peut avoir des stocks de design de pièces que nous avons besoin d'avoir et ensuite lancer, par exemple, avec les imprimantes 3D, on peut lancer la production en 20 heures et donc on peut avoir notre pièce presque le lendemain et cela ne demande pas de garder des pièces dans le stock. Il suffit d'avoir juste le fichier 3D et ensuite lancer notre impression. Donc, où est le grand avantage de la technologie MJF, de technologie d'impression 3D pour économiser votre temps, pour économiser de la d'attente, de le prix et le design qui peuvent varier de très complexe jusqu'au très simple. Donc, tout ça, c'est possible avec la technologie MJF. Si on part dans les matériaux un petit peu en avance, puisque nous allons discuter dans le deuxième webinaire sur des matériaux, mais c'est pour vous donner déjà une idée, en fait, avec quels matériaux, quel type de pièces on peut fabriquer. Donc, nous avons des polyamides 12, 11 chargés en billes de verre, des polypropylènes, des amides thermoplastiques, des polyuréthanes. Donc, toutes les sortes de ces matériaux-là, ils peuvent répondre aux différentes applications. Donc, vous pouvez passer dans les domaines automobiles, dans les domaines de transport, dans les domaines robotiques, dans les domaines médicaux. Partout, on trouve les utilités de chaque pièce. Par exemple, le PA11, elle va présenter des caractéristiques plutôt dures, plutôt de la bonne dureté, mais aussi des ductilités, la flexibilité. Les PA12, ils vont être plutôt avec des bonnes propriétés mécaniques, plutôt au niveau de la bonne dureté, mais sans flexibilité. Si on va ajouter dans les PA12 les billes de verre, on va donner la rigidité supplémentaire. C'est-à-dire que notre pièce, elle pourra tenir des endroits encore plus rigides. Mais par contre, la pièce, il ne faut pas oublier, si on ajoute des billes de verre, elle peut être aussi un peu cassante. Si on part des cas des élastomères, donc en fait des polypropylènes, des polyuréthanes, donc ici, la clé, des avantages de ces matériaux-là, c'est la flexibilité, c'est des rebonds au choc élevés. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir cette protection grâce à la flexibilité de notre matériau. Mais à part de ça, par exemple, le polypropylène qui est résistant à la chimie, qui peuvent être utilisés à la soudure des matériaux. C'est-à-dire pour imprimer des pièces, on peut les souder ensemble après avoir terminé notre impression. Les amides thermoplastiques, ils sont très flexibles, ces pièces-là. Ils sont très utilisés dans les différents secteurs, surtout des secteurs automobiles, pour être pliés dans tous les sens sans être cassés. Et par exemple, des TPU de BASF ou de Lubrizol, ils ont juste un petit peu de différence, mi-rigides ou flexibles complètement, et peuvent être utilisés justement pour donner cette flexibilité, si c'est dans le cas des semelles orthopédiques, si c'est dans le cas de sport ou si c'est
Aussi, c'est simplement dans les endroits où il nécessite de fabriquer des structures lattices que vous voyez ici sur cette image-là. C'est-à-dire que si on va même appuyer sur cette pièce-là, on ne va pas la casser. Donc, c'est là où il y a l'avantage de nos produits. Donc, voici, comme j'ai déjà cité un petit peu en avance, donc nous utilisons dans le domaine de transport, par exemple, ce type de pièces qui est très utile dans les voitures de sport qui sont imprimées à une seule fois au lieu d'assembler 8 pièces ensemble. On imprime à une seule pièce et qui est utilisée en fait dans le système de transport. Par exemple, ces pièces-là que vous voyez ici, c'est des pièces qui sont utilisées dans les portails des portails des trains, des ports de train, avec des géométries différentes. En fait, on a amélioré notre design, c'est-à-dire qu'on a passé par des structures lattices, mais on a vu que ce n'était pas assez fort pour tenir cette pression dans les ports de train. Donc, on a ajouté certaines nervures pour justement donner le support au niveau de la force. Donc, on peut toujours redesigner notre pièce. C'est juste, il suffit d'avoir des bons designers pour dessiner votre pièce et ensuite pour lancer la production, rien n'est plus facile. Dans les secteurs industriels, donc, on peut utiliser pour des bras de robot de différentes tailles. Donc, d'habitude, cette pièce, par exemple, ce bras de robot, il consiste d'avoir 11 pièces pour imprimer ensemble, pour après les assembler. Mais là, avec impression 3D, on a besoin de passer juste en 2-3 pièces pour les mettre ensemble avec des vis peut-être ou des autres systèmes de fixage. Pour des types de préhenseurs pneumatiques, donc nos matériaux tels que PA12, par exemple, elle est très étanche à l'air, donc cette pièce, elle est très utilisée. Nous allons voir aussi dans notre prochain webinaire comment elle marche cette pièce-là, comment elle a été créée, le design et quelles compagnies ils utilisent ce type de pièces. Dans le secteur médical aussi, on a les utilités de notre technologie. C'est pour faire des alanères, pour faire dans l'orthopédie des semelles, pour le domaine médical, pour fabriquer des pièces où il manque le support, s'il y a une partie de corps manquante, pour remplacer temporairement ou pour tout le temps, puisque c'est les PA11, PA12, ils ont des certificats pour la peau. Donc, ils ont des skin contact faciles. Par exemple, pour des consumer goods, en fait, nous pouvons utiliser dans des différents domaines pour le sport, pour la mode, pour le luxe, pour toutes vos idées qui viennent dans vos têtes. Tout est possible avec impression 3D. J'ai pris le cas de cette pince parce qu'elle est très intéressante, en tout cas pour vos domaines. En fait, donc la complexité de ce design, donc cette pièce, elle est fabriquée à une seule fois. Donc, des mathématiciens qui ont calculé comment mieux imprimer cette pièce-là avec des spirales comme ça pour optimiser le design et pour le rendre très utile dans son application. Donc, avec les soufflets d'air, en fait, ils se ferment, ils s'ouvrent. Donc, on a la précision qui est très grande et c'est très difficile de la fabriquer par des méthodes traditionnelles. Donc, d'où l'avantage, encore une fois, d'impression 3D de fabriquer cette pièce. Donc aussi des propriétés mécaniques qui sont très bonnes et cette pièce, elle peut servir jusqu'à 1 million de cycles déjà testés par nos clients. Et donc, nous avons déjà même des preuves, des vidéos qui montrent le fonctionnement de cette pièce. Si on prend les cas de robots, en fait, où on remplace des bras de robots qui sont très, très lourds, qui doivent être en métal d'habitude, qui sont remplacés par des pièces MJF, pour présenter des bonnes capacités de notre matériau, pour réduire le poids premièrement, pour réduire le prix au final, parce qu'on peut mettre plusieurs pièces dans notre impression, et donc le prix total sera divisé sur la quantité de pièces imprimées dans votre build unit. Donc, si on allège la structure de notre bras de robot, on peut déjà réduire le poids complet de notre robot. Et au final, il va coûter même moins cher et au final, l'entreprise elle va avoir des grandes économies rien que juste pour des pièces de rechange.
Voilà, juste pour vous montrer des pièces en métal qu'ils ont fait par la machine CNC, donc des 8 pièces qui sont assemblées. Et ensuite, on présente la pièce en plastique qui n'a pas besoin d'assemblage après l'impression. Donc, on imprime la pièce directement comme ça. Il n'a pas besoin d'assembler cette pièce. Vous imaginez combien d'économies des pièces que vous faites en pièces en détail et surtout même en temps d'attente pour avoir votre pièce finale. Donc, nous avons pu réduire le prix jusqu'à 95% et le poids en 93%. Donc, c'est vraiment génial pour des grandes industries de faire ce genre de compromis entre les pièces métalliques et entre les pièces imprimées par la technologie MJF. Bien évidemment, nous ne pouvons pas remplacer métal avec nos pièces en plastique, mais les endroits où ils permettent où ça permet de mettre des pièces plastiques, ça devient très intéressant. Voici en bref les avantages de la technologie MJF. Donc, on réduit le prix presque en 50%, on réduit le poids en 93% et on réduit le carbone aussi en 95 fois. Donc, vous imaginez maintenant comme le monde il bouge vers tout ce qui est bio, vers tout ce qui est flexibilité en design, tout ce qui est réduction en prix et la durabilité. Donc, avec la technologie MJF, avec l'impression 3D, ça devient possible et réel. Ça, c'est juste pour vous présenter le temps, en fait, entre la création de vos designs, de vos pièces, en fait. Donc, vous avez en tête une pièce, vous pouvez créer un fichier 3D son design et ensuite, vous pouvez mettre déjà dans le build unit qui fait 280 sur 380 en hauteur aussi. Vous pouvez remplir jusqu'au bout cette build unit avec des pièces que vous avez designées en 3D et ensuite vous projetez dans la fabrication, dans l'impression. Donc, le temps que la machine elle chauffe, il vérifie, elle se récalibre, que tout va bien, que tous les passages qui sont bien ouverts, que tous les bus qui sont débouchés avec où il doit passer l'agent, pour que tout fonctionne bien, que chaque lampe elle soit réactive pour chauffer le système de lit de poudre, pour chauffer tout un ensemble dans l'imprimante. Donc, ça prend 1 heure. Le temps d'impression, en général, c'est entre 10, 9 heures, 11 heures. En fait, c'est en fonction de comment vous remplissez votre build unit et combien de pièces vous avez dedans. Et ensuite, vous pouvez transférer dans notre processing station pour récupérer toute la poudre qui est autour dans vos pièces, pour la recycler ensuite pour les prochaines impressions. Donc, tout ça, ça prend un certain temps et le temps de nettoyage et unpacking, en fait, ça peut prendre jusqu'à 1 heure. Donc, au total, en fait, avec le fast cooling, je précise parce que si c'est un refroidissement naturel, ça peut prendre jusqu'à 30 heures, par exemple, parce qu'on n'ajoute aucun mécanisme pour refroidir votre système. Donc, ça peut prendre 23 heures au total avec le refroidissement rapide. Donc, vous imaginez, aujourd'hui, vous avez le design de votre pièce et dans 23 heures, vous avez déjà votre pièce que vous pouvez déjà mettre dans son endroit pour son application. Nous avons beaucoup de partenaires avec HP dans des différents secteurs médicaux, industrie, des centres de formation. Donc ça, c'est juste une toute petite partie de nos partenaires, de nos clients, en fait, qui travaillent avec nous, qui partagent leurs idées et qui utilisent notre technologie. Donc, chacun d'entre eux, déjà, ils ont nos imprimantes, ils impriment leurs pièces, ils partagent avec nous leur réussite et leur développement si on fait le partenariat avec eux pour justement pour avancer ensemble.
Je vous remercie pour ce moment de votre écoute et puis je vous dis à bientôt dans nos prochains webinaires. Merci encore une fois. Alors, nous voilà revenus en direct avec donc Tetiana qui est avec nous pour répondre aux questions. Il y a également Xavier qui est encore là, Laura. Donc, on a plusieurs experts de chez HP qui sont là pour nous accompagner. Donc, comme il y a quand même pas mal de monde, ce que je vous propose, si vous avez des questions à poser, c'est de poser vos questions par écrit dans le menu discussion de Zoom. Et pour amorcer peut-être la pompe, je ne sais pas si Laura ou Xavier, vous avez récupéré des questions qui avaient été posées au moment de l'enregistrement, des gens qui ont posé des questions en s'enregistrant. Alors, on avait une question plutôt, je pense, pour Xavier, qui était sur les solutions présentées, donc les solutions MJF et la capacité de production en kilos par 24 heures. Donc, je pense que ça dépend vraiment, mais Xavier, je vais te laisser. C'est une bonne question. Donc, sur ces deux, on a deux types de versions de MJF, donc les 4200 et les 5200. Sur la 4200, on peut produire 4 kg de pièces par jour. Sur les 5200, environ 8 kg de pièces par jour. On a une qui est plus productive que l'autre. En fait, la 5200 est plus productive, elle est plus rapide, donc permet de produire plus de pièces par jour. Voilà. Ok. Moi, j'avais une remarque à faire par rapport à la vidéo. J'ai vu que sur un moment, vous preniez l'exemple d'un robot sur lequel on met un préhenseur pour prendre des pièces. Et ce qui était amusant, c'est qu'en fait, le robot en question, c'était manifestement un robot qui se trouvait en position de chargement d'une machine-outil. Donc, d'une machine qui allait faire de la fabrication en enlevant des copeaux sur des pièces de métal. Donc, c'était les deux technologies de fabrication qui existent aujourd'hui, qui étaient mises en service ensemble pour fabriquer des choses. C'était un petit clin d'œil, je trouvais que c'était amusant. Est-ce qu'on a des questions donc, sur la technologie multijet fusion ou sur les solutions d'impression 3D en général? Alors, on a une première question qui arrive de la part d'Emmanuel. Quel type de post-traitement y a-t-il après impression MJF et quel niveau de finition atteignez-vous? Donc oui, effectivement, notre pièce, elle sort en état brut en fait. Elle est même déjà en très très bon état dès qu'elles sont imprimantes. Des fois, des clients, ils n'ont pas besoin de post-traitement, mais nous avons beaucoup de possibilités en fait de traiter nos pièces. C'est-à-dire qu'on a des peintures qui sont possibles d'utiliser, des dye-ink, des painting. Nous avons aussi le polissage par vapeur chimique, c'est-à-dire que là, on va envoyer des vapeurs de la chimie et laisser notre pièce. Donc, vous imaginez en fait qu'il peut avoir la pièce qui sort d'imprimante, en fait, elle peut avoir la rugosité de jusqu'à 10 microns. Et ensuite, avec le polissage chimique, on va enlever en 3 fois cette rugosité. Ça, c'est une des sortes. Donc, les pièces, ils peuvent être aussi subir simple polissage par sablage, par exemple. Donc, c'est le mode d'envoi le sable sur notre pièce. Ensuite, nous avons une jetting d'eau aussi, c'est-à-dire que nous pouvons aussi finir post-processer notre pièce rien qu'avec le jet d'eau très fort. En fait, il y a tellement beaucoup de possibilités que je pense que même il suffit même de faire une présentation supplémentaire pour ce type de questions parce que
Nous avons beaucoup de types de post-process. Par exemple, aussi electroplating. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Par exemple, de faire des post-process en fait en mettant la couche de matière déposée par électrolyse. Donc, ça, c'est aussi possible avec notre pièce. Hydrographique, c'est aussi possible de mettre une couche, un film en fait, qui va être déposé sur notre pièce. Après, bien évidemment, nettoyer par sablage, par méthode de sablage. Donc, en fait, ça dépend qu'est-ce que vous souhaitez d'avoir à la fin, pour quel type d'application. Donc, c'est tout dépend en fait du niveau, dans quel domaine cette pièce sera utilisée et on peut appliquer jusqu'au tous les sorts, même jusqu'au non imaginable en fait de notre post-process. Alors, tu disais quand même la finition sans post-traitement, on est à une granulosité de 10 microns. Alors moi, je ne me rends pas bien compte de ce que ça veut dire. 10 microns, c'est qu'on a éventuellement des petites bosses d'un dixième de millimètre, c'est ça, sur la surface qui pourrait être lisse? Elle est déjà à la touche, elle est très très lisse la pièce. Donc après, il faut imaginer qu'il y a des micro structures, comme vous dites, micro touches en fait de notre surface en fait qu'on ressent. Mais par exemple, si on fait ça avec le polissage chimique, la pièce devient vraiment très très lisse. C'est-à-dire qu'à la touche, on ressent vraiment cette douceur de toute la surface. D'accord. Et donc, ça va un peu avec un des commentaires, une des questions qui a été envoyée et qui était: pourriez-vous nous faire parvenir des données techniques sur les matériaux une fois imprimés, et notamment les applications dans l'industrie de la défense. Donc, c'est vrai que je mettrai dans le chat un lien vers notre portail où on a des dizaines et des dizaines d'études de cas dans toutes les industries d'ailleurs. Et aussi des brochures sur les matériaux et les données techniques. Oui, Alors, sachant qu'on a une session spéciale sur les matériaux, c'est la prochaine, je crois. Hein. Oui. Tout à fait. Je vais rentrer dans la prochaine session, je vais rentrer un peu en détail en donnant des caractéristiques basiques en fait. Quelle est la dureté, quelle est la propriété pour quel type de matériau. Donc, bien sûr, ça ne va pas rentrer dans les détails très précis, mais néanmoins, vous pouvez déjà trouver sur le site HP, il y a déjà des caractéristiques basiques de nos matériaux, de matériaux imprimés, bien évidemment, avec la technologie MJF. Est-ce qu'on avait d'autres questions à l'enregistrement? Non, c'était tout. Des questions qui sont venues dans l'assistance, éventuellement? Alors, pour l'instant, on a des gens qui sont satisfaits des réponses, c'est déjà ça. Je regarde un peu s'il y a des gens que je connais un petit peu dans le public. Jean-Christophe, tu n'as pas une question à poser, toi? Alors... Si, avec plaisir, Philippe. Je souhaitais surtout que tu ne dises rien. Ouais. Merci, Tatiana, pour les explications. Mais j'ai pris un cours, donc j'avais peur de poser des questions où vous aviez déjà répondu. Mais un logiciel de pré-processing, qu'est-ce que vous recommandez? Est-ce que vous êtes compatible avec des logiciels standards qu'on utilise notamment en dépôt de filaments fondus, ou c'est des logiciels HP? Et est-ce que ça tourne sur tous les environnements? Quelle est la préparation entre la CAO et puis le fichier qu'on envoie à l'imprimante? Donc, en fait, le fichier, donc le design, il doit être, après d'avoir le design, on convertit la pièce dans le format 3D, des fichiers de type STL, 3MF, STEP, par exemple. Donc, en fait, c'est suffisant, même à partir avec le fichier STL, déjà envoyé à notre imprimante pour lancer l'impression. Il y a un slicer spécifique HP ou on peut utiliser Cura?
On peut utiliser. Alors oui, On il y peut a- utiliser on a- Clara, d'accord. on peut utiliser, il y a plusieurs solutions en fait pour ça. Vous êtes coupé tout ça là-dessus. C'est qu'on a notre propre slicer, donc qui s'appelle le Smart Stream Manager. Et ensuite, cette solution-là, donc c'est une solution qui est gratuite associée à l'imprimante, mais on peut associer d'autres solutions avec ça via des API et le build processor via Magix notamment aussi, qui est une solution reconnue pour tout ce qui est activité service bureau, où on peut venir faire ce qu'on appelle faire du nesting, et des autres solutions comme Simulanix et Netfab en fait. Donc on peut utiliser ces autres solutions-là pour les connecter à l'imprimante et lancer les jobs. Très bien. Merci beaucoup. Donc, en fait, de toute façon, comme vous récupérez aussi directement des fichiers STL ou choses comme ça, on peut utiliser des solutions qu'on connaît déjà dans d'autres environnements, en particulier sur le FDM, qui est souvent le point d'entrée dans l'impression 3D. Je ne sais pas de quelle solution FDM vous parlez, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait des ponts entre les solutions FDM classiques type petite machine de dépose fil de bureau. Je ne pense pas qu'on puisse prendre un logiciel d'une machine de service bureau et la connecter à l'HP directement. Ça ne marchera pas. D'accord. Il faudrait que je regarderai dans Cura si HP est connu. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non? On est bien calme ce soir. Très bien. Du coup, tant qu'il y a d'autres questions éventuellement qui arrivent, est-ce que Laura ou Tatiana, vous vouliez ajouter quelque chose? Bon, pour ajouter, en fait, je pense que en fait, nous allons avoir aussi des prochains webinaires qui vont être basés sur les matériaux et puis sur des cas d'études, en fait, qui sera très intéressant aussi parce que je vais présenter des cas réels, en fait, d'application de nos partenaires, de nos clients, en fait, qui partagent leur case story, en fait, comment ils utilisent leurs imprimantes et quelles pièces, en fait, ils impriment. Et ça, c'est très intéressant, en fait. Donc, je vous invite tous de nous rejoindre le 17 et le 22 mars de nos mardis techno. Donc, après, peut-être d'ici là, puisque vous n'avez pas beaucoup de questions aujourd'hui, peut-être vous pouvez réfléchir en attendant qu'est-ce que vous pouvez avoir comme question et puis de nous poser même pendant le deuxième webinaire. Ça sera possible, donc n'hésitez pas. Et en plus, que vous pouvez aussi écrire nos emails, rien que juste en nous trouvant sur LinkedIn ou mettant nom, prénom et hp.com. Donc, nous pouvons aussi répondre à vos questions. Il y a Jean-Christophe entre eux qui a posé une question, une question un peu commerciale, hein, sur le coup. Ça sera plutôt pour Xavier. On n'a pas parlé de prix. Donc, ça, c'est une question difficile à aborder. Non, c'est pas difficile. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé prix. Donc, ce sont des solutions productives. Donc, pour une machine, si on est entre pour faire tout l'amplitude du portfolio entre 4200 et 5200, on part sur des prix entre 360 000 à 550, 600 000 euros avec des contrats de maintenance inclus. Donc, je dirais que c'est une question générale, mais c'est une question assez précise, mais qui n'apporte pas de réponse précise. Tout dépend de comment vous voulez fonctionner, si vous voulez de la maintenance, quel type de configuration vous voulez avoir. Parce que, comme a expliqué Tatiana, on a aussi des bid-units, ces petites chaînes de fabrication qui oscillent, avec aussi ce qu'on appelle des NCU chez nous. Donc, ce sont des boîtes de refroidissement. Donc, tout dépend de la configuration que vous voulez utiliser, en fait. Voilà. Mais dans les tarifs que tu indiques, là, ça comprend l'unité qui prépare la poudre et qui la mélange avec… Ouais, exactement. Dans les tarifs que j'ai annoncés, là, c'est des solutions quasiment complètes entre les 4200 et 4210. Donc, ça va inclure une imprimante, une station de dépoudrage et 2 chariots de fabrication, quoi. Voilà. Est-ce qu'il faut avoir un environnement particulier pour l'utiliser? Est-ce qu'il faut avoir des aspirations? Est-ce qu'il faut avoir un environnement salle blanche? Est-ce qu'il y a des conditions particulières d'utilisation?
Alors, on a des conditions particulières d'utilisation. On ne va pas aller jusqu'à la salle blanche parce que c'est pour réserver des domaines peut-être aéronautiques, médicales ou autres, en surpression et tout ça. Nous, ce n'est pas le cas. Nous, il faut effectivement pouvoir mesurer la température. Donc, osciller en température entre 23 et 30 degrés, 20 et 30, une plage de température de 10 degrés, parce que ça, c'est un procédé thermique qu'il faut bien maîtriser. Donc, il faut une bonne clim. Il faut aussi une extraction d'air. La machine, vous l'avez peut-être voir sur les images, il y a un gros tuyau qui sort sur le côté gauche notamment. Donc, il faut pouvoir extraire toutes les calories qui sortent de l'imprimante, parce qu'on chauffe à plus de 180 degrés, 170 quasiment dans certains cas. Donc, ça chauffe beaucoup et il faut s'assurer qu'il n'y ait pas trop de calories qui restent dans la pièce, donc pouvoir extraire tout ça. Donc, oui, il y a des taux d'humidité aussi à respecter. Donc, oui, après, on a tout un guide d'installation qui vous explique quel taux d'humidité il faut garder, quelle plage de température, les débits d'extraction d'air. Donc, voilà, c'est un moyen de production qu'il faut bien entretenir et bien le mettre dans une bonne situation pour qu'il imprime correctement, effectivement. Et donc là, et si je voulais, par exemple, moi, créer un atelier d'impression prestation comme ça, il faudrait que je prévoie une pièce de quelle surface? C'est quoi? C'est 15 mètres carrés, 20 mètres carrés? Non, un peu plus. Alors, la footprint au sol, on dit que c'est 21 mètres carrés. Mais si vous voulez voir un peu large et avoir un peu de l'espace pour osciller entre les différentes solutions, stocker la poudre et les agents et autres consommables, sur 30 mètres carrés, on sera largement suffisant pour pouvoir installer ce type de solution. D'accord. Je vais m'enseigner auprès des agents immobiliers toulousains. Les prix mètre carré, pas de même partout, effectivement. OK. Bon, ben, je crois qu'on a épuisé peut-être les questions. Laura nous a mis dans la discussion un certain nombre de liens donc sur les études de cas, commander un échantillon. Ah, tiens, Laura, il faudrait peut-être nous en parler un peu. Qu'est-ce que c'est cette possibilité de commander un échantillon? En effet. En fait, on a un portail pour donner la possibilité de commander un échantillon. Et donc, en fait, avant d'envoyer un échantillon, bien sûr, on a une discussion sur le besoin de l'échantillon d'une entreprise ou de la personne. Et voilà, donc comme sur le portail, quand vous cliquez sur le lien, c'est pour tester différentes qualités. D'accord. Et donc là, vous avez un site de production avec tous les matériaux. On peut tester du souple, du rigide, etc. On travaille en fait avec nos partenaires pour les échantillons. Tiens, moi j'ai une question. J'ai vu qu'il y avait donc différents types de matériaux, mais quand on imprime une pièce, on ne peut pas avoir un bout de la pièce bien rigide et un autre bout souple. Ça sera deux pièces différentes ou est-ce qu'on peut le faire dans une seule prod? Non, ça va être un matériau différent. La poudre qu'on va déposer, il n'y aura qu'une seule poudre possible, en fait, c'est ça? Normalement, oui, on imprime avec une seule poudre, en fait, parce qu'on ne peut pas mélanger dans notre build unit des différentes poudres. Pour le moment, ce n'est pas possible, mais par contre, on peut imprimer des parties de pièces en différents matériaux, en fait, en changeant le build unit. Et puis, on peut les assembler, on peut mettre ensemble des différents matériaux. Ça, c'est possible, bien sûr. Mais pour imprimer, non, on imprime avec un seul matériau. D'ailleurs, c'est pour ça on recommande en fait le build unit. On recommande pour chaque matériau avoir son propre build unit. Comme ça, il n'est pas contaminé des matériaux avec des autres matériaux. Donc, ça, c'est bien sûr le conseil. Après, bien évidemment, il faut passer bon nettoyage pour remplir avec un autre matériau. Mais ça, toutes ces discussions-là, ça va être plus en détail avec quelqu'un qui s'intéresse vraiment sur comment fonctionne l'imprimante et comment imprimer et comment utiliser tous les matériaux. Alors, il y a une question de Jean-Christophe. Peut-on fabriquer un mécanisme compliant avec des pièces rigides et des liaisons type caoutchouc? Donc, c'est la réponse, en fait. Ça va être deux impressions différentes qu'on va associer, en fait. Oui, tout à fait. On imprime l'élastomère ou on imprime le polyamide qui va être plutôt rigide, en fait. Donc, Un élastomère, vous avez un choix de matériaux
Alors, je sais qu'en dépôt de filament fondu, on peut citer des marques, là, type Ninja Flex ou ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des équivalents dans vos nuances? Peut-être que ce sera pour la fois d'après. Mais... Oui, tout à fait, tout à fait. Je vous invite aussi pour le deuxième webinaire. Je rentre aussi en détail des élastomères, en fait, quelle marque, en fait, que nous avons en partenariat ou quelle marque, en fait, qui présente leur propre élastomère. Donc, et bien évidemment, ils ont des différentes propriétés. Puisque si on prend le TPU qui vient de BASF ou TPU de Lubrizol, en fait, ils vont être différents. En fait, un qui va être plus hard, mi-flexible, et l'autre qui va être beaucoup plus dur, en fait, par rapport à... Et quand même, ça reste le TPU. Donc, ça dépend des marques et comment, en fait, ils gèrent la nature chimique dedans. Mais juste pour bien comprendre, mais comme je n'ai pas vu le début de la présentation, ça devait être expliqué. Mais le deuxième matériau, on doit l'appliquer. Est-ce qu'il y a des contraintes de géométrie entre la géométrie de ce qu'on a imprimé dans le matériau 1 et l'accessibilité pour le matériau 2 qu'on va imprimer dans un second temps? Je m'excuse, qu'est-ce que vous appelez matériaux 1 et 2? Là, je parlais d'un mécanisme complet. Imaginons je sais pas, un petit mécanisme à 4 barres avec 4 barres rigides et 4 liaisons pivots qui relient les barres, qui ne sont pas des pivots, mais des zones flexibles, en fait. Un petit massif caoutchouté, par exemple, l'équivalent d'un cylinder block. Est-ce qu'il y a besoin d'imprimer cette pièce bimatériaux avec une orientation, par exemple, ou un ordre logique de dépose des matériaux? On a bien sûr des astuces en fait comment imprimer la pièce au mieux parce qu'en fait ça va dépendre en fait comment on va empiler les pièces dans notre build unit, quel angle on va mettre aussi parce que pour éviter certaines choses comme par exemple des stepping qu'on peut voir sur la couche supérieure en fait. On a plein d'astuces en fait pour justement éviter tous ces petits détails qui peuvent être dérangeants au final. Mais pour répondre à la question, on ne peut pas imprimer en bimatériaux. On imprime à un seul matériau. Après, comme on a imprimé, on peut imprimer une partie de la pièce et après, on imprime dans deuxième impression avec une autre matière et après, on peut mettre en assemblage ces deux morceaux de pièces pour faire une seule pièce. Dans le même esprit de la question de Jean-Christophe, quand on imprime en FDM, on fait toujours attention, est-ce qu'on va mettre les supports, dans quel sens on met la pièce par rapport aux supports, etc. Est-ce qu'on se pose le même genre de questions sur une machine HP? Est-ce qu'on gère la position de la pièce par rapport aux autres pièces qu'il y a sur le plateau simplement pour essayer d'optimiser? Ou est-ce qu'il faut faire attention aussi de la tourner dans un sens bien précis pour que ça soit mieux? Alors, tout ça, ça va venir avec une expérience et très rapide. Dès qu'on passe des premières impressions, après, ça devient super facile. Oui, bien sûr, en fait, il faut prendre en compte tous les détails, c'est-à-dire empilement, le packing density, la densité d'emballage, en fait, qui est très importante aussi. On ne peut pas dépasser des douzaines de % de packing density parce qu'après, on va surchauffer notre poudre qui pourra perdre en fait leur propriété. Donc, du coup, on conseille le maximum des choses qu'on peut faire avec nos imprimantes et les pièces qu'on veut imprimer. C'est-à-dire que même on renseigne le client sur le design. Par exemple, il dit que je veux ce design imprimé. Donc, on donne des conseils que ce design il sera bien imprimé à telle orientation ou en posant sous certains angles parce que ça va être plus rentable d'imprimer le maximum de pièces dans un seul build unit. Puisque, en fait, le coût de l'impression il sera toujours pareil. Il faut juste diviser sur la quantité de pièces qu'on va imprimer. Donc, le but, c'est en fait d'optimiser cette impression et imprimer le maximum de pièces possible. Alors, justement, en FDM, on a un plateau et on peut imprimer sur toute la surface du plateau. Mais là, est-ce qu'on peut imprimer aussi dans le volume? C'est-à-dire, si j'ai des pièces qui font 5 cm, est-ce que je peux faire mes pièces de 5 cm et au-dessus, imprimer d'autres pièces qui seront séparées par une couche qui ne sera pas polymérisée?
Bien sûr, tout Et à donc, fait. on peut imprimer sur l'ensemble du volume, en fait. Tout à fait. Et en fait, notre technologie, quel avantage est là, c'est qu'on imprime nos pièces sans support. C'est-à-dire que nos pièces elles sont déposées comme sur le lit de poudre. Et ce lit de poudre, même si on met la distance de quelques couches de notre poudre, en fait, il est comme le support. Donc, du coup, nos pièces, même on peut imprimer une tout à fait à gauche en hauteur, une en bas. On ne peut imprimer que 2 pièces, mais justement, le sujet est qu'on va diviser le prix final que sur 2 pièces. Donc, c'est pour ça qu'il faut rentabiliser notre impression. Et l'autre question que je me posais aussi, c'est quand on change de matériau, il suffit d'enlever le tiroir avec l'ancien matériau, on met le tiroir avec le nouveau matériau et on lance l'impression, il n'y a rien d'autre à préparer, à faire? Normalement, non. Il faut juste s'assurer qu'il n'y a pas des particules de poudre qui peuvent être déposées un tout petit peu sur la surface d'imprimante, par exemple, ou sur les lampes. Donc, il faut passer un petit coup de chiffon, mais c'est vraiment très rapide. D'accord. Et voilà, normalement, si on travaille avec des polyamides 11-12, donc il y a presque rien à faire en fait. On échange facilement. Justement, le build unit, on insère et c'est déjà 90% de travail qui est fait. D'accord. Très bien. Bon, il faut que je passe ma commande. Bon, moi, je vois qu'on a épuisé le stock de questions qui pouvaient arriver. Moi, je manque d'inspiration pour en poser d'autres maintenant. mais en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses. J'avais déjà regardé. Ça fait combien de temps que HP travaille sur l'impression 3D maintenant? Ça fait depuis 2016. 2016, d'accord. Donc, on va bientôt avoir des imprimantes qui feront des impressions en moitié moins de temps et en beaucoup plus de volume et en couleur. Tout ça, c'est dans le pipe. Donc, vous en parlerez pas, bien sûr, mais… Ah, tiens, Jean-Christophe, on a les esprits qui se rencontrent, Jean-Christophe. Hein, quelle perspective technique future? Alors, l'idée, ce serait de travailler sur des machines plus grandes et plus productives. On est déjà extrêmement productif. Après, on ne peut pas effectivement vous dire sur quoi on travaille au niveau de la R&D. Il y a des choses dans le pipe, effectivement, mais tout n'est pas encore, on va dire, explicable et annonçable. Et on travaille sur des choses. Notre but, c'est vraiment de révolutionner sur la partie plutôt production plutôt que sur la partie prototype. On s'est vraiment lancé dans la production 3D il y a 7 ans de ça, maintenant, quasiment fin 2015. La R&D a commencé en 2015, sorti notre première imprimante en 2016 et vraiment commercialisé en 2017. Mais c'est vraiment dans le but d'aller dans la production de pièces issues de l'impression 3D et pas faire pas faire du proto, si vous voulez. Notre vision HP est là, c'est vraiment qu'on puisse considérer comme notre technologie et l'impression 3D aussi comme un moyen de production de pièces à part entière, en fait. Donc, nos futurs développements iront plutôt dans ce sens-là. Vous avez combien de prestataires en France aujourd'hui qui utilisent vos machines? On a une dizaine de prestataires en France qui font des services bureaux. Après, il y a les plus connus. Hein. Je ne vais pas les citer tous ici. Je vais certainement en oublier, à mon avis. Mais oui, les plus connus sont là. Et on a aussi des clients finaux. On ne touche pas que ce qu'on appelle chez nous les services bureaux. Donc, des gens qui sont déjà équipés de plusieurs machines de MJF parce que plus productives et un coût plus intéressant pour eux. Des démarches plus intéressantes pour eux. On a des clients finaux comme AGCO, Renault, Decathlon qui utilisent leurs machines pour faire leurs propres produits, en fait. Donc, on touche, et comme très bien expliqué Diana, c'est qu'on touche aussi différents domaines d'activité. Les biens de consommation avec Decathlon, l'automobile avec Renault, les tracteurs avec AGCO notamment. Voilà, toute industrie qui commence à produire et donner de la valeur ajoutée au niveau de la personnalisation commence à intégrer l'impression 3D comme un moyen de production à part entière. Oui, c'est clair. Ça va dans la tendance de la fabrication de petites séries sur mesure, réactives, etc. C'est clair que c'est l'industrie du futur, elle est là, en fait. Hein. Ouais. Ah, c'est la digitalisation, on est en plein dedans. Hein. Et l'impression 3D est un moyen de digitalisation. Il y a plein d'autres choses à prendre en compte. Mais voilà, l'impression 3D est un des paramètres essentiels dans cette digitalisation des moyens de production. Quoi. Très bien.
Bon, écoutez, je pense qu'on est arrivé au terme de la session. Donc, je vois qu'il y a des remerciements qui tombent encore sur la partie qui s'appelle discussion. Je vous remercie donc au nom de tous les participants de ce webinaire. Je vous remercie à tous d'avoir assisté à cette première mardi techno sur l'impression 3D. Donc, je vous rappelle qu'on fait la deuxième session la semaine prochaine, même heure, 17 h. Et là, on parlera des composants, des matières sur lesquelles on peut imprimer, les différentes caractéristiques de ces matières et ce qu'on peut faire avec. Donc, on retrouvera Tatiana et Laura, peut-être Hervé qui sera là avec nous, Xavier, je ne sais pas, on verra, mais il y aura encore toute une équipe HP pour répondre à nos questions. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Alors, merci Tatiana, merci Laura, merci Xavier et merci à nos participants. Merci à Philippe. tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.